Alors, dans cette vidéo, vous allez savoir comment j'ai perdu mon appart. Vous allez savoir comment on a bossé avec Élise Lucet et vous allez surtout comprendre comment on a pu participer à la déchéance d'un milliardaire. Il y a 3 ans, on a commencé à écrire une histoire. On a fait une série de vidéos sur un assureur véreux et sur la chaîne, ça s'est arrêté là. Et ça donne l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis, sauf que c'est tellement loin de la réalité. En fait, rien ne s'est arrêté là. Après des mois de travail puis de silence, de pause et de rebondissements, on peut enfin vous partager la vidéo ultime, le point final de cette histoire de fou. Aujourd'hui, on vous raconte Canard Réfractaire versus SFAM, le combat d'un petit média breton contre le géant de l'assurance. Laissez-moi vous expliquer comment notre chaîne indépendante financée par vos dons a participé à la chute du plus jeune milliardaire français. Tout commence pendant l'été 2020. À ce moment-là, j'étais aux amphis d'été de la France Insoumise, dans la Drôme, une espèce de cycle de conférences ultra soporifique, vraiment nul à chier, avec de la bouffe qui était super méga chère. Alors c'est pas la meilleure activité estivale, on est d'accord, mais on sortait du confinement, c'était de bien croiser des gens, bon voilà, on a fait des belles rencontres d'ailleurs. Et l'une de ces rencontres s'était faite entre 2 conférences où je m'endormais d'ennui. En fait, j'ai croisé quelqu'un qui s'appelait Lauriel, ok, et il me parle d'une boîte du coin qui s'appelle la SFAM. Ok. Pour lui, le problème principal, c'est que le management là-dedans met énormément la pression sur les salariés. Encore plus qu'ailleurs, et que c'est un business qui est, en vérité, un petit peu chelou. À l'époque, on commence à parler de la SFAM. Mais pas pour la situation des employés, mais pour celle des clients d'ailleurs. Mais avant de s'intéresser à tout ça, c'est quoi la SFAM ? Si vous avez déjà acheté ces dernières années un appareil photo, une tablette, un téléphone à la Fnac, eh ben vous savez ce que c'est la SFAM en fait. Quand vous les avez rencontrés, la SFAM c'était une entreprise qui vendait des assurances sur le matériel électronique, les téléphones, les appareils photo, les tablettes. Et à ce moment-là, c'est une boîte qui est hyper développée. Elle a des bureaux de malades en mode Silicon Valley, tout est vitré, c'est incroyable, le tout installé à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, et dedans tu as jusqu'à 2500 personnes qui y travaillent. Au plus fort de son activité, la Fnac, Darty, Cdiscount et d'autres marques se sont associées à eux pour vendre des assurances avec leurs produits. Et les milliers de boutiques Upside Store partout en France, eh ben c'est la SFAM aussi. En 2018, c'est un empire naissant qui est valorisé à 1,7 milliard. On estime que la SFAM a un chiffre d'affaires d'un demi-milliard par an, ce qui est juste colossal. Mais la SFAM, c'est aussi et surtout la belle histoire de son fondateur parti de rien, Sadri Fegaillé, passionné par les assurances et les chevaux, qui a réussi de ses mains à devenir le plus jeune milliardaire français. On a donc une fierté française, la Startup Nation elle-même avec 5 millions de clients heureux de faire partie de cette grande aventure. Non ? Eh bien, peut-être pas tous en fait. Parce que dans les 5 millions de clients revendiqués par la SFAM, il y en a une bonne partie qui ne sont même pas au courant qui sont clients. Et de plus en plus, il y en a qui se voient littéralement voler leur argent. En 2018, on a l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui nous informe sur la situation déjà à l'époque. Et en 2019, c'est le célèbre youtubeur Sandoz, spécialisé dans la traque aux arnaques, qui en parle. En gros, de ce que je comprends à l'époque, la boîte pousse les téléconseillers à harceler et à manipuler un maximum de gens pour leur faire signer des contrats d'assurance, récupérer leur RIB et leur faire des prélèvements non consentis. Déjà, à niveau management, ça veut dire faire pression sur les gens pour que les infos sortent pas et pour récupérer un maximum de clients. Donc ça s'apparente à du vol, purement et simplement, mais à très grande échelle, à une échelle industrielle. D'où le fait d'ailleurs que la SFAM ait pu récupérer jusqu'à 5 millions de clients parce que les gens faisaient confiance en fait à la Fnac, à Darty, à Cdiscount. Il faut savoir aussi qu'en 2019, ils ont déjà pris 10 millions d'amendes de la répression des fraudes par rapport à ces arnaques-là. Il y a un scandale, c'est sûr, mais personne n'en parle, personne n'ose s'attaquer à un milliardaire dont l'affaire au final reste assez peu sexy. Et du coup, ça nous paraît fou au Canard. Parce qu'il faut absolument qu'à un moment ou un autre, un média en parle. Sauf qu'à l'époque, le Canard Réfractaire n'a qu'un an d'existence et on n'est que des petits canetons dans une mare. Mais on se dit qu'on peut peut-être faire des grands clapotis dans la cour des grands. Tout doucement, en novembre 2020, on va appeler notre communauté à témoigner au sujet de la SFAM à travers une vidéo qui résume grossièrement l'affaire. La logique, elle est simple. C'est que, vu le nombre de clients qu'ont la SFAM, il doit bien y avoir des spectateurs qui ont eu affaire à la SFAM et qui se sont fait arnaquer par eux. Ou bien qui ont des amis qui sont dans ce cas-là. Et donc, on met à disposition une adresse mail
et on attend les contacts. Et ça vient. On a des clients qui parlent comment ils se sont fait avoir. Ils ont signé un truc en achetant leur smartphone et depuis, il y a des dizaines, voire des centaines d'euros qui partent de leur compte en banque tous les mois pour des services fantômes nommés Upside, Sellside, For You. Bref, autant d'excuses pour autant de doubles prélèvements mensuels qui ne font que augmenter. C'est des gens assez précaires, voire des gens fragiles comme des personnes âgées, des gens qui parlent mal le français ou des jeunes qui n'osent pas faire opposition à la banque. Donc les prélèvements pèsent lourd sur leur budget et vu le prix que ça coûterait d'aller en justice, en fait ils se sentent totalement démunis. Ils espèrent à travers notre action que les choses changeront sans vraiment y croire. Mais on a aussi des salariés qui nous partagent ce qui se passe en interne. Le management de gros bourrins pour vendre des assurances bidons, la pression en permanence, l'interdiction de parler, tout ça, ça nous arrive aussi par mail. Tout est détaillé dans toutes nos autres vidéos. Et là, on va rapidement sur cette affaire, mais c'est vraiment très très sale ce qui se passe à l'intérieur de la SFAM. Ce que décrivent ces salariés de cette boîte a l'air vraiment infernal, aussi bien chez les vendeurs que chez les téléconseillers ou même les cadres. J'entends des pleurs, des colères, des dépressions, et même une personne qui, véritablement détruite psychologiquement par la SFAM, va quand même défendre son patron. Bref, j'entends toutes les nuances du traumatisme. Tout arrive au compte-gouttes, on commence à avoir pas mal d'éléments, de quoi réaliser une belle vidéo. Et là se produit un miracle. Dans notre boîte mail, un des salariés n'en peut plus depuis très longtemps. Et ça fait un petit bout de temps que cette salariée accumule des documents internes pour les faire ressortir un jour. C'est notre lanceuse d'alerte de la SFAM. Et elle va nous offrir sur un plateau d'argent 200 documents, dont une bonne partie est confidentielle, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Le geste est tellement beau et le nombre de documents tellement important que cette lanceuse d'alerte, on va lui donner un nom, celle de Manning, en hommage à Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte de Wikileaks. Et dans ces documents, on découvre en détail le fonctionnement réel de la SFAM. Et c'est encore pire que ce qu'on imaginait. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le dur. La SFAM a des super beaux bâtiments en vitre, je vous l'ai dit, ils sont incroyablement fiers de ça. Sauf que le bâtiment 4 n'est pas terminé. Ça paraît un détail, mais en réalité, c'est la clé de cette histoire. Tout simplement parce que la boîte de BTP qui a construit tous les autres bâtiments, en fait, ils n'ont pas été payés pour ce qu'ils ont fait. Du coup, ils ont poursuivi la SFAM pour ne pas avoir respecté le contrat, et voilà que tous les deux se retrouvent devant le tribunal. Début 2020, le tribunal rend sa décision, et cette décision, c'est Manning qui nous l'a fournie. Dedans, on apprend que la SFAM est évidemment en tort, et qu'ils doivent payer ces entreprises de BTP, en plus des dommages et intérêts. Sauf que la SFAM est insolvable. Vous avez bien entendu. Une boîte valorisée à plus d'1 milliard d'euros avec 2500 salariés est insolvable et c'est la justice qui le dit. Sur ses comptes, il y a moins d'un mois de trésorerie et ça sert tout juste à payer les salaires. On apprend aussi que ses autres partenariats, notamment Cdiscount, est à l'arrêt. Ce partenariat. Pourquoi ? Parce que la SFAM ne paye pas, là aussi, ses factures. Et pareil pour les salaires qui arrivent en retard, les primes qui diminuent, les tickets resto qui ne sont pas envoyés ou l'intéressement qui se fait attendre. On a l'impression que la SFAM manque d'argent pour tout. Avec ce document de justice, nous avons pour la première fois un état des lieux de la trésorerie de la SFAM et on commence à comprendre. Cette perte de pognon, ça s'explique en partie d'ailleurs par un move un peu débile qui a été fait par la boîte en 2019. En gros, la Fnac avait décidé d'arrêter le partenariat avec eux parce que trop d'emmerdes. Et du coup, la SFAM, ils se sont dit, tiens, on va racheter énormément d'actions de la Fnac pour intégrer le CA et peser sur les renégociations pour redevenir partenaire avec la Fnac. Sauf que, évidemment, ce plan a échoué et en plus de ça, les actions de la Fnac se sont effondrées en même temps, ce qui a fait un trou dans la caisse énorme de plusieurs centaines de millions d'euros. Ce qu'on comprend, c'est que la SFAM est dans une logique d'emballement, dans une fuite en avant mortelle. Pour fonctionner et pour montrer qu'elle tient debout, elle a besoin de liquidité. Du coup, il faut augmenter les recettes, donc arnaquer plus de gens et donc baisser les dépenses, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir de moins en moins d'employés toujours plus pressurisés. Et plus ils pressurisent leurs salariés, plus ils partent en arrêt maladie et donc moins ils ont de gens pour récupérer ce pognon-là. On comprend alors que la SFAM est en réalité dans une prison dorée. D'où la masse de plaintes concernant la SFAM à ce moment-là et le management horrible qui en est suivi. D'ailleurs, on a
des preuves de ça parce que Manning nous a filé des mails des syndicats qui dénoncent les problèmes, les comptes rendus de CSE et des tas de documents de travail. Sans oublier évidemment, littéralement, les dizaines de témoignages et donc les dizaines d'heures passées au téléphone avec des salariés qui nous expliquent tout dans le moindre détail, que ce soit ceux qui sont dans les magasins pour vendre des assurances, ceux qui sont des téléconseillers ou même les cadres qui organisent toute cette mascarade-là. Et là, en fait, cette histoire commence véritablement à être intimidante. Clairement, nous avons fait le plus gros travail de recherche qui existe sur cette entreprise et nous avons largement suffisamment d'éléments de contact, de réseau, de documents pour pouvoir montrer ce que la SFAM est véritablement. Sauf qu'en réalité, on commence à être un petit peu dépassé parce que cette histoire est très intimidante. Le canard est tout jeune et surtout très pauvre. Si on nous attaque en justice à ce moment-là, c'est finito. La chaîne commence à grossir, mais c'est pas assez pour qu'on soit véritablement serein. Et puis on n'est pas des journalistes officiellement, on n'est pas dans ce petit réseau-là. Donc c'est compliqué en fait de compter sur un droit à l'information dans cette affaire comme les autres médias. Ces documents, si on les relève, ça peut causer la fin du canard réfractaire. Tout simplement. Pour une histoire d'assurance. Et d'un autre côté, on peut pas garder tout ça pour nous. On a trop travaillé là-dedans, on s'est trop engagé avec trop de personnes différentes. Alors on décide de juste changer un petit peu de stratégie. On va continuer à récolter des témoignages, des éléments internes, des preuves, de tout ce qui se passe et on va constituer un énorme dossier. L'idée, c'est de mâcher le travail pour les journalistes qui s'intéresseront à la SFAM. Parce que l'affaire est énorme et que pour nous, à ce moment-là, les journalistes vont forcément s'y intéresser un jour ou l'autre. Le problème, c'est que pour le moment, les journalistes savent quasiment rien de l'affaire et connaissent pas le canard réfractaire. Alors pour attirer leur attention, et tant pis pour les risques, on lance ce qu'on a appelé à ce moment-là une opération suicide. On ne va pas faire une seule vidéo, non, ce serait trop tranquille pour eux. On va en faire 6 qu'on va sortir en épisode sur une semaine spéciale SFAM. Et cette semaine, elle commence le 26 janvier 2021. Et je me souviens encore du stress que j'avais la veille en me disant que ça allait partir. C'est près de 2 heures de contenu qui sortent bout à bout. Des choses déjà connues, des témoignages nouveaux des salariés et des clients, une description précise de leur arnaque, une description précise aussi de leur management. Bref, tous les détails qu'il faut pour comprendre entièrement ce sujet-là. On met en vidéo et accessible à des milliers de personnes l'enquête la plus complète à ce jour sur la SFAM. D'ailleurs, on y parle par exemple de Trustpilot qui est un genre de Google avis, tu vois, que la SFAM a payé pour bidonner leur page et faire en sorte que le peu d'avis positifs que les employés de la SFAM mettaient eux-mêmes sur le site puisse apparaître en premier pour faire en sorte que les gens aient confiance quand ils tapent SFAM ou Upside ou tous ces trucs-là sur Internet. On a prouvé statistiquement qu'il y avait de la triche. On va même faire un live avec notre poteau Kali pour parler de cette grosse semaine. Bref, on essaye de faire un maximum de boucan dans notre petite mare. Évidemment, on parle aussi des révélations de Manning. Et ça, c'est un move qui est hyper risqué parce que juridiquement, on a révélé au grand public des documents qui sont factuellement confidentiels, des conversations internes de mails. Du coup, la SFAM peut nous attaquer là-dessus en justice et là, il nous faudrait un avocat et c'est une procédure qui est longue et super chère. Alors, on a trouvé une avocate qui nous fait bénévolement de la relecture de texte, mais qui ne peut absolument pas nous défendre s'il y a une attaque de la SFAM. En gros, s'ils réussissent à faire tomber la chaîne, le canard est terminé. Finito, rideau. Mais on n'a pas trop le choix. Si on veut pouvoir donner notre dossier à des journalistes, il faut qu'ils sachent que ce dossier existe et qu'on a fait tout ce boulot pour eux. Et puis les spectateurs payent pour que le canard existe, alors il faut bien leur dire sur quoi on bosse et justifier le fait qu'on a passé des dizaines et des dizaines d'heures là-dessus. Et c'est aussi un moyen de récolter encore d'autres témoignages, encore d'autres documents et donc de renforcer notre dossier qui permettrait de nous mettre un peu plus en sécurité. Et nous, on est des militants, donc on espère aussi pousser directement ou indirectement à des mouvements de grève, et bien on essaye, de comploter un petit peu, vous nous connaissez. Très franchement, vu comment on y va bourrin, on s'attend à un procès, à des strikes et tout, tu vois. Parce que Sandoz, lui, en 2018, il avait fait beaucoup moins que nous, et sa vidéo avait été strikée par la SFAM. Notre seul espoir et stratégie, c'est que la boîte craigne l'effet Streisand. C'est-à-dire que porter plainte donne énormément d'écho à une affaire et la fasse connaître de tous. On surjoue alors le fait qu'on ait plein de contacts dans le milieu militant qu'on n'a pas, en espérant que ça passe. Coup de bluff. Et figurez-vous,
que ça passe. Et surtout, on commence à avoir des retours de la boîte et le fait d'avoir fait une vidéo par jour comme ça les a bien mis dans le stress. On a des retours, on sait que tous les jours de la semaine, les cadres se réunissaient pour parler des vidéos du Canard. On savait que tous les salariés en parlaient durant leur très petite pause clope entre eux et se faisaient passer les vidéos. Juste avec quelques vidéos, nous, le petit média indépendant des Côtes d'Armor, on commence à faire trembler un milliardaire. Ce qui fait qu'on récolte évidemment énormément d'autres témoignages et documents. Ça fait autant d'heures supplémentaires de travail, mais le puzzle enfin se complète. Nous sommes de plus en plus précis. On sent que ça prend. Même si les vidéos font peu de vues, leur effet est réel. Nous, on enfonce le clou avec une autre vidéo où on explique comment résilier les contrats avec toutes les boîtes de Sadriff et Gaillet. Et vu qu'on n'est pas attaqué sur les précédentes vidéos, et ben sur celle-là, on risque rien parce que c'est juste de l'information aux consommateurs. On leur dit en fait de juste bloquer les transactions au niveau de leur compte bancaire et la SFAM ne leur feront de toute façon jamais un procès parce qu'ils sont en tort. Une vidéo qui, en elle-même, leur a fait perdre plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Et dernière initiative, notre avocate veut lancer une action collective. Alors on récolte des dizaines de témoignages détaillés avec des questions précises écrites avec l'avocate, avec leur carte d'identité à l'appui, dans l'espoir de pouvoir lancer une action en justice. Et ça fonctionne parce qu'on reçoit beaucoup, là encore, de dossiers de personnes qui veulent aller en justice. Évidemment, toute cette enquête, ça prend du temps et donc j'ai besoin d'un peu de coups de main. Tu vas voir Damien, le futur président de l'association du Canard Réfractaire, qui va s'occuper de protéger numériquement les documents et de les traiter pour en faire un dossier, et Camille qui deviendra la chargée de prod du Canard Réfractaire, qui était à l'époque bénévole, qui aide à la rédaction du dossier. Une partie de l'équipe du Canard est donc née dans cette enquête. Et vous savez quoi ? Eh ben ça a marché, ça l'a fait, on l'a fini. 180 pages de dossier qui expliquent tout, avec 300 documents qui sont classés, expliqués, tout bien écrit. Pas comme sur Twitter, hein. Le plus grand document d'enquête réalisé sur le plus jeune milliardaire français vient de naître de notre média, et ça avec juste 1500 € de Tipeee par mois. Bref, tout est prêt, on envoie des mails, des lettres, des MP, on mentionne les gens sur Twitter, les grands médias et compagnie, et maintenant on a juste à attendre que les journalistes viennent vers nous pour récupérer le dossier. Et là, rien du tout. On n'a aucune espèce de contact avec personne. On a un dossier énorme, le plus grand dossier qui soit sur la SFAM, qui pourra faire tomber le plus jeune milliardaire français, avec des témoignages à l'appel qui arrivent encore, mais rien. Des dizaines d'heures d'enquête, voire plus, jetées par la fenêtre. Alors le dossier gonfle, mais il n'y a aucun débouché, il n'y a aucun média qui prend le relais. On essaye d'avoir Élise Lucet, sans succès. Pareil pour le média, rien. Pareil pour Blast, rien. On a juste 2 journalistes de Mediapart qu'on avait contactés quelques semaines auparavant, que l'histoire de la SFAM et des assurances semble un petit peu intéressée, ils nous accordent un petit peu de temps par téléphone, alors on s'y accroche. Ces journalistes, c'est Dan Israël et Emmanuel Jardineau. On leur dit donc juste d'attendre que nos vidéos sortent, la semaine spéciale SFAM dont on a parlé puisse sortir sur YouTube, on récupère les derniers témoignages que ça va susciter, et puis on vous envoie tout sur un plateau d'argent, tranquille. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Parce que l'un des 2 journalistes de Mediapart fait un infarctus le 23 janvier, donc 3 jours avant le début de notre semaine sur la SFAM, et il ne se réveillera jamais. Donc, repose en paix Manu, hein, et repose en paix aussi l'article de Mediapart. En gros, Dan Israël ne peut pas continuer seul sur une telle affaire, et en plus Mediapart trouve qu'il n'y a pas assez de preuves, et que ça vaut pas le coup de se manger un procès là-dessus. C'est la première merde qui nous arrive, et vous allez voir, c'est pas terminé. L'avocate par exemple, vous vous souvenez, celle qui voulait faire une action collective et qui nous aidait. Et en fait, au cours de cette enquête-là, après les vidéos, elle a été virée de son cabinet d'avocat. Donc l'action collective qu'on avait organisée, qu'on avait promis, tombe à l'eau. Et ça, c'est assez dur d'engager des personnes sur des procédures judiciaires, de pas pouvoir tenir promesse. Juste après la semaine de vidéos, la SFAM resserre les rangs. Ils arrivent à mettre suffisamment de pression sur les salariés pour qu'il n'y ait pas d'action collective ou de mouvement syndical. Et c'est pas le genre de pression genre des petits mails, hein. Peut-être qu'un jour on vous racontera ça, mais c'est des histoires de mafieux. Clairement des histoires de mafieux, vous n'êtes pas prêts. On n'a aucune aide donc de l'extérieur, on n'a aucune aide de l'intérieur. Bref, tout ce bordel qu'on a voulu mettre dans les vidéos, finalement, ça n'a rien donné. Ils ont réussi à tuer ça dans l'œuf. Et ils ont même mieux que ça, le changement de stratégie. La SFAM,
change ses formules d'assurance et devient Indexia. Ah, c'est différent. Et là, leur but maintenant, c'est de vendre directement des téléphones dans des boutiques upside qui poussent comme des champignons partout en France et vendre par eux-mêmes leur assurance sans dépendre de qui que ce soit. Et ça marche. Nouveau nom, nouveau logo, nouveau marketing. La boîte reste en pleine croissance. Fégaillé reste milliardaire. Les articles de presse achetés par Indexia se multiplient. Tous les articles qui avaient fait que la réputation de la SFAM avait un peu baissé, et ben tout ça s'est remis à zéro par le changement de nom. En fait, on a presque l'impression que nos vidéos et tout le travail qu'il y avait derrière n'a eu absolument aucun impact. Après, on sait qu'il y avait quand même des procès qui avaient eu lieu, des enquêtes policières qui étaient lancées par rapport à la SFAM, sauf qu'en réalité, ça rame là aussi, parce que la SFAM, prévenue par avance par une taupe à l'intérieur de l'État, en fait, ils avaient évacué toutes leurs archives avant les perquisitions. Donc l'enquête n'avance pas et les arnaques continuent de se multiplier, avec encore des tarifs toujours plus hauts, des prélèvements toujours plus nombreux et des services toujours plus bidons. Par contre, je vais juste revenir sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on avait l'impression que ce qu'on avait fait n'avait servi à rien. Cette impression, elle va changer parce qu'en fait, il va y avoir une conséquence directe à ce travail-là et elle va pas être très bonne du tout, cette conséquence directe. Parce qu'à l'époque, j'habitais dans une toute petite chambre dans un gars sympa, très riche, un entrepreneur, tu sais, avec des entreprises. Et vous savez, quand le ruissellement ne tombe pas tout seul, faut savoir le provoquer. Du coup, j'habite chez ce type et sa boîte à Paris reçoit une lettre disant qu'il héberge des gauchistes. Ça veut dire que les gars ont récupéré mon nom, ce qui n'est pas compliqué à trouver, vous me direz, mais ensuite ils sont allés chercher mon adresse, ils ont fait le lien avec le proprio, et puis avec sa boîte, et lui ont envoyé une putain de lettre à son bureau à Paris. Et évidemment, ça a marché parce que les affaires sont les affaires, vous voyez. Du coup, le proprio, comme les riches savent le faire, m'a bien montré que j'avais plutôt intérêt à partir de chez lui, et c'est ce que j'ai fait. Je me retrouve à la porte avec un revenu d'auto-entreprise équivalent au RSA. Moi, clairement, à ce moment-là, j'en ai marre. Voilà, tout simplement, j'en ai marre parce qu'il nous arrive beaucoup trop de tuiles, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Et même si le canard n'est pas mort, et même si j'ai un nouveau logement qui est bon, ce qu'il est, d'accord, et ben en fait, ça n'a rien apporté de bon cette histoire. C'était une perte de temps énorme et de déception. C'est un échec en fait parce que rien n'a bougé à la SFAM. Ça se porte toujours super bien, les salariés vont toujours super mal. Il y a plein d'arrêts maladie, les clients sont toujours dans la merde. Voilà, la situation n'a pas changé, sauf que moi j'en ai ras-le-bol. Voilà, je veux juste passer à autre chose et ne plus entendre parler de la SFAM, d'Indexia et des assurances. Les mails continuent d'arriver dans la boîte mail du canard, on reçoit des témoignages par lettre, mais je ne réponds pas, j'abandonne. Voilà, la SFAM, le canard, c'est terminé. Et pendant des mois entiers, il ne se passe rien. En fait, il va se passer presque rien pendant 1 an avant que l'affaire enfin rebondisse. Début 2022, on a RMC qui m'appelle. Quand je suis chez mes parents d'ailleurs, et qui va faire un article sur l'affaire parce qu'ils ont entendu dire que des clients arnaqués allaient s'attaquer à Indexia en justice. Moi, j'avais enterré l'idée que ça pouvait arriver un jour, mais le dossier était là, alors on a tout donné. Enfin, j'ai chialé d'abord parce que bon, c'était quand même quelque chose de fort, parce qu'enfin on nous pouvait faire quelque chose de ce dossier, et puis j'ai tout donné. Le dossier, les documents, le réseau, le contact, les explications. L'affaire Indexia, on leur a offert sur un plateau d'argent, je maîtrisais tout. Et là, du coup, pour la première fois, une enquête sur la SFAM, sur ses abus est publiée sur Internet et le canard réfractaire est cité dedans. Enfin, après des mois et des mois d'attente et de frustration, on voit enfin la lumière au bout de ce tunnel. Et évidemment, les journalistes, on les connaît, c'est un milieu où tout le monde se parle, donc si tu en as une qui arrive à sortir une nouvelle affaire, et bien évidemment, tous les autres, ils vont répéter et ils vont sortir les mêmes papiers. Et ce à quoi on assiste, c'est la toute première salve d'articles de presse grand public qui enfin dénonce les actions de la SFAM, dénonce les actions d'Indexia, et ça à partir d'une enquête du canard réfractaire. Concrètement, l'affaire judiciaire est lancée. On a des dizaines de consommateurs qui lancent une action en justice et le battage médiatique fait de plus en plus que les gens témoignent. Et vu que maintenant c'est à la mode de taper sur Indexia et la SFAM, les journalistes s'arrachent les interviews avec les salariés et les clients arnaqués. Et évidemment, quand on nous demande des contacts, on les file. On les file avec un grand sourire. Les journalistes ont enfin trouvé de la matière et n'ont plus peur d'en parler. C'est fou! En 1 an, on est passé du silence à la cohue. Bref, on commence à comprendre que notre plan qu'on avait élaboré il y a plus d'1 an tout seul dans une petite chambre à Guingamp commence à fonctionner.
commence véritablement à fonctionner. Et du côté de la boîte, c'est vraiment la merde, pire qu'avant. Ils ont quasiment plus aucun employé parce que tous sont en arrêt maladie à cause du management débile. On parle quand même de services dont il manque parfois 70% de l'effectif. Le peu qu'il reste commence d'ailleurs à faire des manifs. Même les clients arnaqués manifestent devant le siège de la SFAM à Romans-sur-Isère. Et surtout, plus aucun réseau de distribution ne permet à la SFAM de signer de nouveaux contrats, tout simplement parce que plus personne, évidemment, ne veut signer avec eux. Et tous les magasins qu'ils avaient sortis de seuls pour pouvoir vendre eux-mêmes les téléphones et leur assurance, évidemment, ça ne fonctionne pas. Parce que qui va acheter un téléphone super cher à Upside quand tu peux acheter le même à la Fnac? Et là, devinez qui nous appelle pour faire une émission spéciale sur Sadri Fegaillé, le patron milliardaire d'Adexia? Ouais, Élise Lucet. Bonjour, c'est Élise Lucet, Cache Investigation. Alors, c'est pas directement Élise Lucet, d'accord? C'est quelqu'un de son équipe d'envoyé spécial, mais c'est quand même Élise Lucet, on va dire ça. Le problème, ils doivent faire très rapidement leur reportage, parce que eux, ils sont en rush permanent, vous voyez, et ils doivent juger en quelques jours si ça vaut ou pas le coup de se lancer dedans. Alors nous, avec un grand sourire, on leur dit, oui, ça vaut le coup. Voici les numéros des employés à appeler, qui vont tout vous expliquer. Voici le numéro de Manny, qui connaît absolument parfaitement le dossier par cœur. Voici le numéro des clients qui sont fait léser. Voici le dossier de 180 pages qui vous explique tout dans le moindre détail. Et si vous n'avez pas le temps, pas grave, on a fait un dossier de 10 pages pour aller à l'essentiel. Et évidemment, on vous donne accès aux 200 documents confidentiels, une partie anonymisée. Et si vous avez besoin de voir plus en détail, on peut demander à notre source s'ils sont d'accord de vous envoyer leurs preuves. Et évidemment, si vous avez besoin de précision, vous nous appelez, il n'y a pas de problème, n'importe quand, on vous répond. Clairement, on leur a dit, Élise Lucet, on est à ton total service. Voilà, tout ce qu'on a, on vous le donne. Et donc, il est content, il regarde tout ce qu'on lui a donné, il accepte de faire un reportage parce que c'est sérieux, il part dans la Drôme, rencontrer notamment les contacts qu'on lui a envoyés, et donc, on a 40 minutes sur l'affaire à la télé publique. On est début d'année 2023, le premier jour de manifestation du mouvement retraite d'ailleurs, c'était le soir que ça a été diffusé, et donc on se retrouve avec notre enquête qui a été revisitée par Envoyé spécial, et qui permet donc de faire en sorte que ce truc-là ait une portée nationale. On a eu un reportage d'Élise Lucet. À ce moment-là, on se dit, le plan a fonctionné. Et quand même, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de raisons de se dire c'était pas une bonne idée. Peut-être que c'était pas une bonne idée, mais en tout cas, ça a marché. Enfin, ça a marché. Et à partir de là, tout va s'accélérer. Au mois d'avril 2023, l'ACPR, une autorité publique, prend une décision qui met enfin fin à l'arnaque originelle, celle de la SFAM. Depuis le 23 avril 2023, Adexia n'a plus le droit de faire de l'assurance. On voit le bout de cette histoire. Et s'il est encore considéré comme milliardaire, croyez-moi, ça risque de pas durer longtemps. Et pour finir d'enterrer cette énorme arnaque, il y a quelques jours, on a appris que l'agglomération de Romans-sur-Isère a prié les salariés d'Upside de ne plus se garer où ils ont l'habitude de se garer. Pourquoi? Parce que l'entreprise La SFAM n'a pas payé le loyer du terrain. Non mais rendez-vous compte, finalement, avec tout un tas d'initiatives de nous, de Santos, d'Assio de consommateurs, de médias, eh ben, le milliardaire le plus jeune de France, le petit génie autodidacte de Romans-sur-Isère, l'Arsène Lupin de l'assurance téléphonique, eh ben, c'est devenu un pauvre fraudeur de parking. Ce qui est une déchéance totale. Petit message de fin de cette vidéo, donc vous pensez bien que ça nous fait quelque chose en tout cas de finir là-dessus. Enfin, nous avons terminé nos vidéos sur la SFAM et très content de comment ça s'est passé. Nous sommes encore en financement participatif actuellement. Donc si vous voulez nous financer pour qu'on puisse continuer à faire les travaux qu'on fait, donc que ce soit de l'investigation, de la critique, de l'actualité, n'hésitez pas à aller en description et à nous soutenir parce que nous, on ne vit que des dons et c'est ce qui nous permet, alors qu'il n'y a aucun intérêt financier, même aucun intérêt de faire des vues, de quand même faire des enquêtes parce que ça nous semble juste. Le fait que nous soyons indépendants nous permet de faire ce qui nous semble juste. Et des médias indépendants, ça a besoin de militants qui le financent et qui le partagent. Donc n'hésitez pas à partager notre cagnotte, n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas surtout à participer financièrement au Canard. En tout cas, c'était un grand plaisir de tourner cette vidéo. Et puis, voilà quoi. Quack.